c'est une vidéo de réponse à une personne avec qui, du coup, on a déjà eu un petit ping-pong sur le libre arbitre spécifiquement. Donc là, ça va pas parler de libre arbitre. Techniquement, tout est lié au libre arbitre, hein, évidemment. Mais ça ne va pas parler de libre arbitre. Cela dit, ça va parler de sciences relatives à l'existence potentielle d'un dieu. Et surtout des affirmations qui sont faites dans les arguments de l'apologétique pour démontrer l'existence de Dieu. Et il se trouve que y a tout un tas de principes qui sont invoqués. Alors attendez, hop. Il y a tout un tas de principes qui sont invoqués pour pouvoir rendre leurs arguments vrais, les arguments style l'argument cosmologique par la contingence. Et en fait, ces principes, a priori, dans l'observation, on se rend compte qu'ils ne tiennent pas la route jusqu'à preuve du contraire. Et donc ça part de là. Moi, j'avais fait une vidéo là-dessus il y a de ça quelques mois, je pense. Et du coup, le monsieur qui m'avait déjà répondu m'a répondu sur cette vidéo. Donc on va l'écouter. Je me mets tout de suite dans le petit format, voilà, qui affiche... Normalement, c'est tout beau, c'est tout propre. Et c'est parti. Vous me dites, si vous entendez pas le son, vous m'arrêtez tout de suite. Parce que les prosélytes de tous bords s'acharnent à tordre la science pour faire exister leur dieu, je vais devoir encore répondre à ces inepties. Ok, super intéressant. On va voir si tes arguments scientifiques pour contredire les prosélytes sont vrais ou si tu pars encore sur des arguments fallacieux. Pour commencer, dire que tout ce qui existe a une cause, c'est faux. La physique quantique prouve que notre intuition est trompeuse en observant des événements qui surviennent sans cause. Déjà, premièrement, c'est un mensonge, ce qu'il dit, comme quoi la physique quantique amènerait à des événements sans cause, ou la preuve d'existence d'événements sans cause est faux. Cet article-là, dont je vous mets la référence au-dessus, vous avez le script, vous pouvez le trouver directement en PDF sur Internet, il fait 30 pages, allez lire ça. Ne nous explique pas l'absence de... Donc effectivement, vous allez pouvoir le retrouver sur Internet, hein, Randomness in Quantum Mechanics, Philosophy, Physics and Technology. Vous le tapez tel quel, je vous mettrai la ref directement en description du replay YouTube. Si vous avez entendu le nom, vous pouvez le retaper. Il fait une 30aine de pages, il est en anglais. Il parle de science et de philosophie des sciences, il est assez complet et riche. Et effectivement, il parle d'aléatoire et d'aléatoire quantique. Donc on va voir ce que suppose le monsieur sur la base de cet article-là. Cause de certains événements, mais l'absence de cause déterministe accessible. C'est-à-dire l'absence de cause locale immédiate. Les causes non locales, les causes extérieures, peuvent légitimer des changements d'état quantique, qui deviennent alors probabilistes, puisqu'ils dépendent d'événements extérieurs ou d'éléments qui ne sont pas mesurables et qui ne sont pas quantifiables encore aujourd'hui par la science, mais absolument pas l'absence totale de cause. Voilà. Bon, déjà, on va pouvoir réagir, tout le monde, et surtout Clemsy, je sens que tu es très intéressé sur ces affirmations-là. Oui. Et notamment sur cet article. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il parle un peu plus l'article en détail? Voilà. Ça paraît compliqué à première vue, vous allez voir que ça l'est pas tant que ça. L'article, il se nomme, je vais essayer de le traduire en français, le hasard en mécanique quantique, sa philosophie, sa physique et les technologies. En fait, ce que les auteurs ont pris à bras-le-corps, c'est de prendre la physique quantique et d'essayer de voir si ce qu'on appelle des événements incausés, sans cause, sont ontologiquement, par essence, réellement des phénomènes sans cause, qu'il n'existe vraiment aucune causalité de ces phénomènes, ce qui rentre un peu en contradiction avec le concept même de phénomène, ou si en réalité ce qu'on appellerait le hasard ou l'absence de cause serait en fait un manque d'information, ou alors que ce ne serait vrai que dans un référentiel donné et que dans un autre référentiel, en réalité, on pourrait entrevoir les causes. Alors, c'est un sujet qui est très très important, pas que en phénoménologie, hein, c'est un sujet très important tout court, parce que en physique classique, on va dire, le hasard n'existe jamais vraiment, c'est-à-dire c'est un artefact, mais on sait très bien que si on connaissait exhaustivement les systèmes, on pourrait les décrire parfaitement. Vous avez un exemple sur lequel a travaillé Einstein, le mouvement brownien. Si vous prenez
un verre d'eau ou un bol et que vous y mettez des grains de poivre, vous avez l'impression que les grains de poivre se barrent un peu dans tous les sens. Et on pensait que c'était un peu hasardeux jusqu'à ce que Einstein vienne et dise en réalité non, ça vient du fait que les grains de poivre sont collisionnés par les molécules d'eau, donc il y a un phénomène sous-jacent et le hasard des directions du poivre était une illusion. Est-ce que ce phénomène du mouvement brownien, comme il en existe tant d'autres, ou de la météo, tout simplement, est-ce que ce sont des exemples de faux hasards qui en fait sont une illusion et qui pourraient être expliqués par des concepts beaucoup plus exhaustifs. Et c'est ça que va étudier ce papier. Voilà ce que nous dit la physique quantique, voilà ce que nous disent les formules, voilà ce qu'elles supposent. Réfléchissons maintenant sur ce qu'elles veulent dire. Est-ce que ça veut dire que le hasard existe profondément en physique quantique pour telle ou telle raison, ou est-ce qu'en réalité on pourrait commencer à imaginer qu'il y a allez, on va dire des variables cachées qui expliqueraient cette illusion du hasard. Merci beaucoup. Alors déjà, je me permets une petite parenthèse là-dessus. C'est que moi, je tenais une affirmation qui est, a priori, le consensus scientifique jusqu'à preuve du contraire. C'était de dire qu'il existe dans l'univers des événements qui n'ont pas de cause. Pourquoi est-ce que... donc qui ont un cadre dans lequel ils peuvent se produire, mais qui ont eux-mêmes un cadre statistique, mais qui ont en eux-mêmes aucune cause, qui se produisent spontanément par hasard. En quoi c'est important ? Parce que justement dans l'argument cosmologique de la contingence, donc tous les contingents ont une cause, et il y a forcément une cause incausée, cette cause incausée c'est Dieu, ça sous-entend que tous les événements de l'univers ont tous une cause. C'est ce qu'on appelle, et c'est par extension ce qu'on va appeler le principe de raison suffisante, qui est utilisé en science, mais qui, a priori, puis Clemzy tu pourras le détailler, n'est pas universellement vrai jusqu'à preuve du contraire. Et vas-y, si tu veux enchaîner là-dessus. Donc, cette personne vient nous dire, eh bien écoutez, j'ai un papier qui viendrait prouver que le hasard, en réalité, on sait très bien que ça n'existe pas. Il n'y a pas de hasard ontologique, il va même un peu plus loin en étant plus précis, même s'il se trompe, mais en attendant, il utilise les bons termes. Il dit, Loremlo, en gros, confond hasard local et lien avec un hasard non local. Il essaye d'expliquer qu'en fait, le hasard peut être local, mais qu'en réalité, en physique, on sait très bien que quand le hasard est local, il est expliqué par une absence de hasard dans le système en entier. C'est ça que veut dire non local. Quand vous avez par exemple deux particules intriquées, vous savez qu'elles vont être intriquées si elles sont sur le même plan. Vous savez qu'il va y avoir un lien, mais en revanche, vous n'avez aucun moyen de prévoir, au moment de mesurer l'une des deux particules, laquelle va être spin up ou laquelle va être spin down. Il n'y a aucun moyen de le savoir. Et ça, c'est du hasard absolu. Ce qu'il essaye de dire, c'est que en réalité, attendu par exemple l'intrication quantique, même s'il ne la connaît pas vraiment, vu qu'on sait qu'il va y avoir un lien statistique entre les deux, en réalité, il y avait une raison sous-jacente, mais elle est non locale. Elle est dans le système en entier. Donc, en gros, si on connaissait parfaitement tout le système, en son entier, comme un objet unique, on verrait poindre la raison pour laquelle un hasard illusoire arrive localement. Et il se trouve, sans trop spoiler, que ce papier semble dire exactement l'inverse de ce qu'il avance. Donc il avance un argument qui existerait dans ce papier et vous jugerez par vous-même de ce que dit le papier. Est-ce que vous pensez qu'il a eu raison d'invoquer ce papier ? Ou est-ce qu'il s'est tiré une balle dans le pied ? Ou est-ce que c'est plus subtil que ça ? Ouais, effectivement. Donc, en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'à la fin, vous allez le voir, il me reproche de ne pas citer de source. Alors, ça m'arrive... Dans la vidéo qu'il cite, effectivement, je n'ai pas cité de source. Je le fais pas à chaque fois, surtout sur mes shorts. Parce qu'au bout d'un moment, ça serait un peu long, surtout quand je veux défendre un propos. Cela dit, quand on me les demande, je peux les donner. Il n'y a pas de problème. Le truc qui est un peu rigolo dans ce cas précis, c'est que par rapport à ce que j'affirme, sa source à lui confirme ce que je dis. C'est un peu la nuance un peu amusante et ironique de la chose. Donc effectivement, vous lirez le papier,
Ce que ça dit, en grosso modo, parce que pour essayer de pas complexifier trop la chose, c'est que au niveau macroscopique, il n'existe pas d'aléatoire, mais lorsqu'on tombe dans la physique quantique, il y a des phénomènes intrinsèquement aléatoires, donc aléatoires en eux-mêmes, parfaitement incausaux. Il y a plein de façons d'arriver à ces observations-là, notamment ce papier les décrit, hein, en discute. Il y a des interprétations que je laisserai Clemzy après compléter, mais il y a des interprétations, enfin pas des interprétations, des hypothèses qui ont été énoncées pour essayer de remettre de la causalité globale. Donc de dire, ces événements quantiques, en réalité, ils sont pas aléatoires, il y a une cause qui n'est pas locale, parce que ça, on a démontré que c'était bon, il n'y a pas de cause locale, mais par contre, il y a une cause qui est non locale, qui est externe. Donc il y a l'hypothèse de Bohm notamment. Donc tu m'avais dit le Kripke. alors Kripke, oui, ça c'est la seconde hypothèse. Le truc, et là pour le coup je laisserai Clemzy vous en parler, c'est que ces deux hypothèses là ne font pas du tout consensus aujourd'hui dans la science, très très loin de là, parce que en fait elles ne servent, alors elles ont un cadre explicatif qui peut être élégant d'une certaine manière dans sa conception, mais elle implique énormément d'autres problèmes qu'on va essayer de rapidement de voir. Elle implique énormément d'autres problèmes qui font qu'elles ne sont pas fonctionnelles, ces hypothèses-là. Et pire encore, en fait, la nature de ces hypothèses ne semble servir surtout qu'à essayer de réconcilier la causalité absolue et totale de l'univers par principe. Véritablement par principe, pour dire, parce que c'est très contre-intuitif qu'on puisse supposer qu'il existe un aléatoire fondamental. Le truc, c'est que les mesures et les observations nous démontrent que c'est le cas. Et donc, si tu veux parler un peu de Bohm et de Kripke. Voilà. Alors, moi, je dis Kripke parce que je trouve que c'est celui qui a le plus... Mais sinon, vous pouvez aussi appeler ça Everett, parce que c'est vrai qu'en général, les mondes multiples, on dit que c'est Everett, mais c'est basé sur les calculs de Kripke. Mais peu importe. Donc, on va commencer par l'interprétation standard et on va aller ça va être très simple. En gros, Copenhague est assimilé, ça va être, on va dire qu'il y a fondamentalement de l'indéterminisme. Voilà, on va pas aller plus loin, donc il y a vraiment un hasard ontologique et c'est pas un hasard simulé, c'est pas une illusion de hasard. Et on y reviendra plus tard. Ce que la personne a essayé de dire, c'est que il y aurait en réalité, et que tout le monde le saurait, qu'en réalité, d'un point de vue non local, c'est soit la théorie de l'onde pilote de Bohm, soit la théorie des mondes multiples, et que ce sont des théories, enfin ce sont des modèles plutôt, c'est pas vraiment des théories, qui permettent d'expliquer qu'il y a une absence de hasard dans le système en entier. Alors on va commencer par l'onde pilote. Donc Broglie et Bohm, en gros, dans le combat qui a existé entre Einstein et Bohr sur les variables cachées non locales, ou les variables cachées locales d'ailleurs, ils vont dire que, eh bien, dans leur modèle, il y a des variables cachées, mais elles sont non locales. Donc, il y a quelque chose. Alors pourquoi ? C'est un autre sujet, ça leur est propre, hein, mais ils disent que dans leur modèle, il va y avoir des variables cachées, mais concernant le système dans son ensemble. Donc, ils acceptent qu'il n'y ait pas de variables cachées localement, comme l'a prouvé Alain Aspect et consorts, mais ils disent, suivez-nous dans notre modèle, pour nous, il y a des variables cachées non locales. En gros, on ne sait pas encore comment fonctionne l'univers dans son entier. Et l'onde pilote, c'est un modèle où chaque particule quantique, en plus de sa fonction d'onde, et son effondrement quand on la mesure, ou quand on l'observe, comme on dit parfois, mais c'est surtout quand on la mesure, quand on la dérange, donc en plus de sa fonction d'onde, elle est, on va dire, guidée par une onde pilote qui va obéir à l'équation de Schrödinger. Donc, ce que ça suppose, c'est que
l'univers dans son entier, dans son ensemble, pris en entier, pas petit bout par petit bout. Si tu le regardes de loin, dans son ensemble, il est totalement déterministe. Et il est non local. Donc, ça voudrait dire que l'univers en entier va associer à chaque particule un petit lien avec toutes les autres particules de l'univers, pour le dire rapidement, et que chaque système individuel est vraiment dans un état parfaitement définissable. Si et seulement si tu es capable de regarder la particule au sein du système en son entier. C'est impossible à faire, mais c'est son idée. Donc, le temps, l'évolution, en gros, de l'univers obéit à des lois totalement déterminées. Et ce qu'on appelle les probabilités quantiques, c'est un artefact, un phénomène émergent qui ne reflète qu'une seule chose. C'est une nécessité pratico-pratique. Comme ce ne serait pas possible localement d'appliquer le même système, ça doit ne pas s'appliquer localement. Donc, de façon pratico-pratique, pourquoi à nouveau, on ne sait pas, mais de façon en gros pratico-pratique, il y a une indétermination inhérente des propriétés de la matière au niveau quantique, mais quand on la regarde dans son ensemble, en réalité, on pourrait entrevoir les ondes pilotes, en gros, le lien mathématique de rapport avec tout le reste de l'univers, et tout aurait un sens. Tout serait parfaitement déterminé. Telle particule va avoir exactement tel résultat. Si on la regarde au microscope, on ne peut pas savoir pourquoi elle prend cette valeur-là, mais si on la regardait de très loin et qu'on était capable de la mettre en rapport avec tout le reste de l'univers, alors on saurait exactement quelle valeur elle va prendre, même si localement on a l'impression que c'est hasardeux, que c'est complètement aléatoire. Donc, ce que Bohm va introduire de façon sinon triviale, en tout cas arbitraire, ce qu'il veut préserver, c'est l'existence de causes globales sous-jacentes. Il accepte, bien malgré lui, le fait qu'il n'y ait pas de variable cachée locale, par exemple en intrication quantique, mais il veut conserver l'existence de causes globales sous-jacentes, et il donne du coup ontologiquement au hasard quantique une interprétation de phénomènes émergents, mais qui a une très bonne explication. Voilà, ça, c'est la première interprétation. C'est l'onde pilote. Et l'onde pilote, je vous passe les détails sur le fait qu'il va falloir que cette onde, elle soit supraluminique, etc., etc. On va le dire, on va le rappeler à la fin en quoi c'est peu probable. Et il y en a un autre qui est plus joli, plus rêveur, moi que je trouve plus sympa pour de la science-fiction. C'est l'interprétation des mondes multiples de Everett et Kripke. Comme on vient de le dire, une particule, elle a une fonction d'onde. Attention, je ne parle plus de l'onde pilote. Je parle de sa fonction d'onde standard en physique quantique. Et la vision des mondes multiples d'Everett, c'est de dire, c'est très contre-intuitif, qu'en réalité, sa fonction d'onde universelle ne s'effondre jamais. C'est une autre façon de voir les phénomènes. Pour Everett, quand il y a une interaction quantique, quand une particule est dérangée, on va dire, ou observée, ou ce que vous voulez, à ce moment-là, toutes les issues possibles, toutes les valeurs que pourrait prendre la particule vont être prises. Il y en a une infinité ou une quasi-infinité. Toutes les positions que pourrait prendre la particule vont être prises. Et nous, on fait partie d'un des innombrables mondes dans lequel elle prend une valeur. À ce moment-là, à chaque fois, en gros, il y a une infinité d'univers qui se succèdent à chaque instant précis du temps, et vous avez donc une proposition, à nouveau, sinon triviale, en tout cas un peu arbitraire, toujours liée à l'équation de Schrödinger, parce que c'est de là que ça part,
qui va faire en sorte que le hasard, donc selon Everett, c'est une illusion liée au fait qu'on ne perçoit que l'effondrement d'un des résultats pour chacune des particules parce qu'on est dans un des univers. Donc ce qu'on appelle la non-localité chez Everett, c'est l'ensemble des univers possibles. Ce que ça suppose, c'est qu'à nouveau, si on était capable de voir tous les univers possibles chez Everett, on serait capable de comprendre qu'en réalité, il n'y a pas de hasard. Ce qui semble être le hasard, c'est le fait que l'on n'est que dans un des univers dans lequel telle particule à tel instant prend telle valeur. C'est une autre astuce, c'est un autre concept à nouveau, qui permet d'introduire de façon arbitraire la non-localité à variable cachée. Et c'est ça qui fait dire à l'interlocuteur qui était en train de parler qu'en réalité, il y a toujours une cause aux choses, parce que dans ce papier, on parle de Bohm et Everett. Mais ce papier, spécifiquement, ça n'est pas ce qu'il dit. C'est ça qui est un peu amusant, c'est que dans ce papier, effectivement, ils sont évoqués, parce qu'il faut les évoquer, c'est important, surtout que c'est pas des gens absurdes ou farfelus. Ils posent un cadre hypothétique ou théorique très, très précis qui donne un modèle du monde, de l'univers, si tant est qu'il faille le prouver. Et que, du coup, les observations que l'on fait de l'univers excluent, en tout cas, au moins temporairement, mais de façon consensuelle, ces hypothèses. Et c'est ce que fait l'article. Tu me dis si je me trompe, hein. Elle les exclut parce qu'il y a des... Ouais. Anecdote. Vas-y. L'interprétation d'Everett, il y a un papier qui est sorti il y a peut-être 6 ans maintenant, qui est co-signé par Aurélien Barraud. à côté d'Everett? Non. Non, okay. Non, ouais. Il était déjà plus de ce monde. Ah oui. Non, il y a un papier qui est sorti co-signé par Aurélien Barraud et d'autres, j'ai oublié qui, où il propose un protocole expérimental pour vérifier, ou du moins exclure, l'hypothèse des univers multiples. L'interprétation d'Everett. Donc il y a des pistes expérimentales pour vérifier ça. Oui. Ok. Alors, c'est assez dingue. Hein, mais... Enfin, et il y a des pistes expérimentales. Des pistes. On allait en parler. Ouais, des pistes, parce qu'en fait, ça va être très compliqué. Vas-y. Donc, les deux modèles que je viens de vous présenter ne sont pas les modèles classiques de la physique. Là, je viens justement de vous proposer deux modèles très jolis, très sympas, et qui sont les modèles qui ont fait dire à la personne qui a fait la vidéo qu'il n'y a pas de hasard. Donc si vous pensez que ce que je viens de vous raconter est fou, eh ben c'est justement ça que la personne aimerait qu'il soit vrai. Si vous pensez que l'interprétation d'Everett et l'interprétation de Bohm avec des raisons non locales, avec des variables cachées non locales, vous réagissez en fait à ce que le croyant voudrait être vrai. Ça n'est justement pas ce que dit l'interprétation standard de la physique. Donc c'est très drôle parce qu'il y a des gens qui se disent en disant c'est complètement n'importe quoi ce que vous racontez, c'est vraiment du scientisme. Mais non, ce que je suis en train de vous raconter, c'est ce que la personne qui dit qu'il n'y a pas de hasard voudrait qu'il soit vrai. Oui, c'est ça, c'est que là, toutes les descriptions qui ont été faites par Clemcy, voilà, c'est ce qui a été détaillé dans le papier, cité par la personne. C'est vrai que du coup, ça fait un petit moment depuis qu'on a cité le début de la vidéo, mais c'est normal parce que c'est le point, l'axe principal. Mais c'est vraiment des affirmations qui sont tenues du coup par une personne qui est croyante en l'occurrence, mais peu importe, hein, dans l'absolu, qui est croyante et qui prend cet article comme étant le fondement de dire que bah non, tout est causé, on a d'autres hypothèses. Et les hypothèses que l'on a, elles sont extraordinaires, pour le coup. Extraordinaires dans le sens où elles contrebalancent avec ce qu'on connaît de la physique aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que la physique est absolument vraie, enfin les sciences physiques que l'on fait aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est absolument vrai. Peut-être qu'on peut se tromper du tout au tout. Mais de citer un article scientifique comme caution pour dire « regardez ce que je dis est vrai » et que l'article dit le strict opposé de ce qui est affirmé, c'est quand même rigolo. Vas-y Clemcy. Exactement. Donc, à nouveau, si ce que je viens de vous raconter vous semble magique et complètement stupide, rappelez-vous que c'est l'argument du croyant. Ça n'est pas l'argument des scientifiques. Donc, faites attention parce que vous risquez de vous tirer une balle dans le pied.
Ce que dit la physique classique, en gros, c'est que, quoi qu'on dise, le juge en dernière instance, c'est la mesure, la réalité. Quoi qu'on veuille être vrai, que vous appeliez Planck et que vous vouliez qu'en fait la matière soit non atomiste et qu'on puisse la découper à l'infini, le jour où votre méthode prouve que non, l'atome existe et qu'il y a un quantum d'action, tout incroyable Planck que vous soyez, vous acceptez la mesure. La mesure ne ment jamais. Elle n'est pas croyante, la mesure. Elle est, tout court. Donc, ce qu'il a fallu faire, c'est imaginer un moyen logique, mathématique, de pouvoir, disons, tester l'existence de variables cachées, qu'elles soient locales ou de façon plus complexe non locale, mais on va y revenir. Donc, quand on s'est retrouvé avec des situations où la physique quantique risquait de donner des résultats contre-intuitifs, on a un physicien qui s'appelle Bell et qui, dans les années 60, a imaginé comment on pourrait démontrer que les concepts en physique quantique respectent ou non le réalisme local. Donc, le fait que les résultats sont en fait prédéterminés par des propriétés locales, des éléments de réalité, il disait en anglais très exactement, et que rien ne voyage plus vite que la lumière entre les deux systèmes. Parce qu'encore une fois, si jamais deux choses sont intrinsèquement liées instantanément, instantané, c'est plus vite que la lumière. Donc, Bell, je vais passer les détails sur pourquoi racine de 2, etc. Pourquoi divisé par racine de 2, on s'en fiche. Mais il a dérivé des inégalités. Ça tombe bien, on appelle ça les inégalités de Bell. Donc, les inégalités de Bell, elles doivent satisfaire des corrélations concernant une théorie si elle obéit à deux principes, la localité et le déterminisme local. Bon. Mais il semblerait que... Donc ça marche en général. Mais les particules intriquées, elles violeraient ces inégalités. Donc, quand Friedman et Clauser ont commencé à faire les tests, ils ont eu des résultats où on leur a dit « Ouais, mais vos résultats, en fait, le protocole est pas top, etc. » Bon, ça a recommencé en 74 avec une autre équipe. Et puis finalement, on a un Français bien de chez nous, avec une jolie moustache, du Sud-Ouest, qui s'appelle Alain Aspect, et qui en 82 a fait une expérience qui a réussi à montrer si les particules intriquées violaient ou non les inégalités de Bell. Et vous avez la dernière itération. Dit Miolet ou V quand même si c'est dans un contexte très précis. Ah oui, d'accord. Souviens-toi de J'aurais jamais pensé à ça. Ouais. Mais oui. Ok, Miolet, les inégalités de Bell. Et la dernière itération de ces expériences, la meilleure, elle date de 2015 avec des tests sans loophole. Donc, c'est-à-dire avec des tests où vraiment la mesure ne peut pas influencer le résultat. Bon. Et effectivement, qu'est-ce que constate Alain Aspect et son équipe ? Il y a bien une miolation des inégalités de Bell. Donc, toute théorie réaliste locale serait incapable de prédire les corrélations observées en mécanique quantique. Pour simplifier, il ne peut pas y avoir une variable locale, cachée, qui explique les résultats dans, par exemple, les particules intriquées. En tout cas, particules intriquées ou toute particule qui partage un état avec une autre particule, ou même tout système qui partage un état avec un autre système. Il n'y a pas de cause locale. C'est profondément lié à l'aléatoire. Il y a un lien statistique, mais c'est profondément lié à l'aléatoire. Il n'y a rien qui suit la particule pour lui dire quelle valeur prendre. Il n'y a rien qui instantanément s'échange au moment où l'une serait mesurée et pas l'autre. Il n'y a rien qui explique le lien statistique ontologique. Et donc, la réponse est donnée. Il n'y a pas de moyen d'imaginer qu'il y a une variable cachée. C'est prouvé mathématiquement. C'est pas genre ça leur fait plaisir ou pas. Les faits sont là.
Après, vous allez me dire, oui, mais les deux alternatives qu'on vient de voir là. Je me permets de Ouais. t'interrompre, mais je pense que c'est à ça que tu vas répondre. Un commentaire de Al S7 depuis tout à l'heure. C'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas la cause qu'il n'y a pas de cause. Donc je suppose que tu vas. Donc déjà, on sait que c'est Oui, pas local. ouais. Là, c'est ce que tu viens Déjà, d'expliquer. voilà, exactement. Maintenant, La violation des inégalités de Bell, c'est pas que peut-être il y a une cause et qu'on la connaît pas, c'est qu'il ne peut pas y avoir de cause. Il ne peut pas y en avoir une, parce que s'il y en avait une, qu'on la connaisse ou pas, qu'on soit capable de la connaître ou pas. D'ailleurs, si ça n'avait pas miaulé les inégalités de Bell, on n'aurait peut-être jamais su pourquoi il y avait on n'aurait jamais su comment trouver la variable cachée. Ça aurait été possible. Là, on a la preuve qu'il n'y en a pas. Pas qu'on ne la connaît pas, mais qu'il ne peut pas y en avoir. Et que s'il y en avait une, alors ça voudrait dire qu'elle est supraluminique. c'est ça. Donc, je suis allé un petit peu vite en besogne. Donc vous allez me dire, oui, mais dans l'interprétation d'Everett, oui, mais dans l'interprétation de Broglie-Bohm, effectivement, on arrive à sauver le déterminisme. Mais on a un prix terriblement cher à payer, c'est qu'on est obligé d'abandonner la non-signalisation. Donc, si tu acceptes des variables cachées non locales, qui corrèlent en fait les choix des mesures entre les résultats, ça veut dire qu'il faudrait que tu acceptes que pour la majorité, enfin que la majorité des physiciens devraient accepter qu'il y a une espèce de super déterminisme ou une influence non locale en coulisses supraluminique. Et ça, ça ferait que l'univers se comporterait différemment de comment il se comporterait. Juste Clemzy, supraluminique, il y a peut-être une ou deux personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire plus grand que la vitesse de la lumière. Il y a eu d'autres Exactement. mots qui étaient compliqués, je te le dis. Hein. Mais supraluminique, c'était pas le pire. Mais Non, pour Donc, ceux qui ne sont pas fans de science-fiction, vaut mieux le dire, quoi. oui, c'est vrai. Donc, soit vous acceptez l'interprétation de Copenhague ou même des interprétations un peu plus complexes, mais qui préservent le concept même de la permittivité et la perméabilité du vide, le fait que l'espace-temps résiste à une certaine résistance à la transmission et de l'information et de l'électromagnétisme, soit vous considérez, et c'est une croyance, et vous avez le droit de l'avoir, que pour une raison, comme ça, sortie de votre chapeau, eh bien, dans le cas des liens entre les particules, l'échange d'informations est instantané. On l'a jamais vu dans l'univers, ça n'existe pas, on n'a jamais observé le moindre phénomène qui laisserait imaginer que peut-être ça existe, mais si vous voulez absolument sauver ce concept, vous devez accepter, par croyance, que ça c'est possible. Mais malheureusement, ou heureusement, je sais pas, eh bien la mesure est toujours, enfin, le professeur qu'est la mesure, c'est lui qui décide, il n'existe aucune mesure qui laisse à penser que ça pourrait exister. Même au moment où on a cru que ça pourrait exister, on a essayé de mettre en place des protocoles et malheureusement ça n'a pas marché. En augmentant le nombre de dimensions, je passe les détails. Alors effectivement, Aurélien Barraud, Alex Kitchens, je crois, et d'autres ont peut-être un protocole pour pouvoir tester la non-localité à variable cachée, mais ça va être très compliqué parce que ça voudrait dire qu'il va falloir simuler la capacité à voir l'ensemble de l'univers sur un substrat. Donc on a des moyens, on a bien réussi à faire une nucléation de bulles en simulant en fait ce que serait l'apparition d'une bulle d'univers, et on a réussi et ça a marché. Aussi incroyable que ça puisse paraître, on a bien fait apparaître des bulles d'univers par nucléation de vide métastable. Donc peut-être qu'ils vont y arriver. On sait, un prochain live. Ça voilà, le sujet. exactement. Donc ce papier, ce qu'il dit en substance, c'est que premièrement, quand cette personne qui est un peu le futur de Tony Khan et moi, parce qu'il est chauve comme un œuf, ce qu'il dit, c'est que dans ce papier, il y aurait la preuve que non, tous les physiciens savent qu'il y a une causalité cachée, ou alors
que la physique quantique ne dit absolument pas qu'il y a des phénomènes incausés. C'est exactement le contraire que dit ce papier. Et il rappelle qu'à chaque fois qu'on invoque des modèles qui ont essayé de sauver le système, ils introduisent des problèmes qui sont bien supérieurs aux problèmes qu'ils essayent de régler. En clair, ils disent, en fait, l'univers ne se comporte pas tel qu'on pense. Ah bon, vous en avez la preuve? Ah non, on n'en a pas la preuve. Et puis, mais vous êtes d'accord que ça voudrait dire qu'il y a du supraluminique et que, par exemple, ça voudrait dire que les neutrons n'ont pas de masse. Ouais, mais voilà. En tout cas, nous, ça nous plaît. Voilà. C'est donc du domaine de la croyance. En tout cas, merci beaucoup. On a résumé les 30 premières secondes de la vidéo, mais ce fut nécessaire parce qu'effectivement, il a cité une source. C'est dommage, c'est un but contre son camp. Mais en tout cas, je suis content parce que ça a donné l'occasion d'expliciter vraiment scientifiquement ce dont je parle depuis des mois, sur TikTok aussi, et que je le fais avec moins de connaissances que toi. Je me contente des conclusions parce que j'ai fait un bac économique et social. Je me contente effectivement des conclusions de ce que la vulgarisation peut m'expliquer. Mais c'est aussi un témoignage, là, ce qu'on fait, cette vidéoscopie, de l'effet Bardella, comme dirait Tony Rand, qui s'en est enfui, mais qui est plutôt la loi de Brandolini. Non, c'était pour l'effet Mandela, je pense, que Tony disait. Mais bref, la loi de Brandolini qui dit qu'on a dû gaspiller, c'est pas du gaspillage, mais on a dû prendre 40 minutes pour débunker 30 secondes sur la base d'un papier qui dit l'inverse de ce qui a été prétendu. Donc, pour ceux qui demandent du coup la source et de vérifier les informations très spécifiques que l'on vient de citer, je vous invite à aller chercher ce document, du coup, Randomness in Quantum Mechanics, Philosophy, Physics and Technology. Il fait 30 pages en anglais. Il est probablement, pour avoir essayé de le lire et de le comprendre dans son essence, il est plus compliqué encore que les explications qu'a fait... à mon sens, hein. Après tu me diras peut-être que non, Clemzy, mec, il est encore plus compliqué que les explications qui semblent déjà un peu complexes. Mais c'est très intéressant d'essayer de se pencher dessus, surtout quand c'est une source citée pour défendre un propos. Exactement. Si vous ne voulez pas perdre de temps, vous allez page 28. Parce qu'il y en a qui disent... vous pouvez aller page 28. Alors 28 du doc, parce qu'il y a 27 pages. Alors attends. C'est les sources, c'est les abstracts. Attends, que je regarde. Pardon, c'est pas page 28, c'est page 26, à mon avis. Ah, page 26. Non, c'est toujours c'est avant, alors. C'est toujours les références. T'as les conclusions, page 23. Ah oui, parce que moi, je l'ai agrandi pour le voir mieux. Parce que c'est trop petit, c'est écrit trop petit pour moi. Yes. Du coup, ça m'a décalé les pages. Alors, remonte. Sinon, tu veux que je cherche une chaîne de caractères précise? Ouais. Attends, parce que moi, je l'ai mis en français sur cette partie-là. Oui, effectivement, salut Yuki. Les abstracts sont très bien, effectivement. L'article est de très bonne qualité, pour le coup. Merci d'avoir cité cette source-là, parce qu'elle est très importante. Il cite effectivement toutes ces sources. Ce n'est pas une étude scientifique, hein, c'est véritablement un article scientifique, en ça qu'il ne fait que expliciter les données et les interpréter d'une certaine façon. Mais ce n'est pas une étude, ni une méta-analyse. Enfin, est-ce que c'est une méta-analyse? Je suis pas sûr. Non, on peut pas dire que c'est une méta-analyse parce que... Alors, c'est un papier extrêmement sérieux parce que le nombre de sources est énorme et ils ont très bien travaillé. Ils n'ont pas dit grand-chose d'ailleurs parce que le papier ne dit pas énormément de choses. Ils ont parlé de peu de choses, mais ils en ont bien parlé. Regarde, tape without local cause. Alors, CTRL F. Without. Local. Local, j'ai pas. Local cause. Là, j'ai cause. Ok, alors attends, il faudrait que je le reprenne en anglais. Je vais le reprendre sur mon ordi parce que j'avais éteint mon ordinateur, donc je me souvenais de ça de tête, mais clairement, je me suis trompé. Non-local causal influence. Attends, juste un instant. Le temps de récupérer. Où est-ce que je l'ai mis? Tac, tac. Je vais le chercher sur l'ordi.
En attendant, J'espère que je l'ai sur le petit ordi portable et pas que sur le gros, on parce n'oublie pas que les tapotages. Il y a je un ne insecte suis qui pas s'est chez invité sur mon moi. écran. Pas de souci. De toute façon, on va quand même Je vais le après chercher. continuer la vidéo juste après. En attendant, effectivement, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, à les dire dans le chat. On essaiera d'y répondre au maximum. Et puis bah, juste après, on va continuer. J'attends juste que Clemsy revienne. Donc les maths Voilà. et la Ah, ça y est, philosophie ont je l'ai les trouvé. mêmes... Ah vas-y, excuse-moi. Je l'ai trouvé. Donc, ça doit être pop dans la section 6, Philosophical Consequences. Philosophical... pardon. Tac, Philosophical Consequences. Voilà. Et tu as une phrase qui commence par oui. Ah oui, ok. T'as une phrase qui doit commencer par We are thus. T-H-U-S. Je l'ai pas du tout dans le document. Alors après, est-ce que c'est le CTRL F qui marche pas? Attends. Attendez, j'ai des problèmes avec TikTok en même temps. Clemsy ne met pas l'accent. Bah écoutez, il fait ce qu'il peut. Moi, je parle français. Ça ne prouve pas que l'argument de la contingence est fausse. Ça prouve, le problème de l'argument de la contingence, c'est qu'il repose sur le principe de raison suffisante. Et il part du principe qu'il est absolument vrai. Sauf que non. Jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas absolument vrai. Il n'y a pas de raison suffisante à tous les événements de l'univers. On a des contre-exemples. Et ça peut sous-entendre que, parce que là c'est des choses qu'on observe nous, ça peut sous-entendre que ça peut s'extrapoler à d'autres trucs. C'est juste qu'il n'est pas absolument vrai jusqu'à preuve du contraire. Donc partant de ce principe-là, voilà, ça dit quelque chose de notre univers qui est assez important. Putain, je le retrouve plus sur mon ordinateur. Je l'avais mis sur le côté, la citation. Est-ce que tu peux me renvoyer le... Parce que je suis pas chez moi, donc j'ai que mon petit ordi portable. Je te l'avais mis sur Discord, je pense. Sur Discord? Ok. Si tu remontes un petit peu dans la conversation. Et puis on va... De toute manière, on va... Ah oui, attends, je regarde. Je pense que c'est ça. Je t'ai envoyé qu'un seul PDF. Oui, c'est la fameuse Team PDF. Tac. De toute façon, on va continuer la vidéo. Je sais pas si Tony est revenu. Auquel cas, de toute manière... Je suis là, vas-y. Ok. Comme ça, toi, ça pourra aussi t'intéresser à la suite parce que c'est des choses dont il me semble que tu as déjà parlé. Je me remets en plein écran. Je remets l'affichage qui va bien et on continue. Option 1, on accepte l'univers comme fait brut de départ avec des régularités élémentaires. C'est une hypothèse simple et directe. Option 2, on postule un autre fait brut, mais on le charge d'attributs, un esprit conscient, éternel, au pouvoir infini. On a donc une entité qui a des paradoxes radicalement moins parcimonieuses pour ensuite expliquer l'univers. Encore une fois, plus de rhétorique que de science, parce que là on essaie de nous amener à la conclusion que oui mais en fait un univers éternel c'est beaucoup plus simple que l'idée d'un dieu créateur complexe. Donc moi je vais utiliser le même procédé rhétorique que toi et tu vas voir pourquoi c'est fallacieux. Qu'est-ce qui te semble le plus évident pour toi? Est-ce que c'est qu'un univers régi par des lois matérielles, universelles comme leur nom indique, le temps, l'espace, la thermodynamique, la loi de causalité, parce que la physique quantique ne dit pas qu'il n'y a pas de cause, ça dit qu'il n'y a pas de cause qu'on arrive à déterminer, à mesurer. Alors bon, bah voilà, du coup on a passé un bon moment à débunker. Juste, il faut arrêter d'utiliser le mot rhétorique n'importe comment. Ça commence à aller. Ça commence à suffire. Oui, il est un peu utilisé à tort et à travers. Je sais que ça t'agace. Hein. Un petit peu. En ce moment, ça t'agace d'autant plus. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de cause. Donc il y a forcément une cause dans les lois de l'univers, mais que l'univers en lui-même serait éternel dans le passé. Parce que pareil, plus tôt dans la vidéo, tu nous dis que le fait qu'il n'y ait pas de... Alors, parce que là, du coup, il a emmagasiné plein de trucs. Il essaie de développer un début d'idée. Donc de lister que l'univers est très complexe et a une grande quantité d'informations. Voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a des lois qui disent physique, il y a du temps, il y a de l'espace, il y a une grande quantité de choses. Je récapitule son argument initial. Mais là, il va switcher. Donc on va reprendre l'argument initial un peu plus tard. Il va switcher sur l'infinité. Début et qu'il n'y ait pas de cause ne sous-entend pas qu'il est éternel dans le passé. Si. Par définition, s'il n'y a pas de début, c'est qu'il y a une éternité dans le passé. C'est obligatoire.
Est-ce que ça te semble plus... Alors justement, on parlait des hommes de paille. Si l'univers... Alors déjà, il faudrait définir ce que c'est que le temps. Et ça, est encore compliqué. Peut-être que tu dirais que c'est un terme primitif, Tony Ran. Il faut déjà définir ce que c'est que le temps. Et il n'est pas à exclure que l'univers soit infini dans le passé, au sens où le Big Bang est un événement de l'univers. On ne sait pas ce qui s'est produit avant, quoi que l'avant veuille dire, et on a des modèles théoriques qui ne sont pas prouvés, mais qui permettent d'expliciter un univers qui soit infini. Infini ne veut pas dire qu'il y a un point de départ à l'infini dans le passé. Et ça, c'est une notion qui est très complexe, parce que justement, le but de parler de l'infini, c'est de dire qu'il n'y a pas de point de départ, et pas un point de départ infini dans le passé. C'est un argument qui est utilisé par beaucoup d'apologètes, j'ai l'impression, plus chrétiens, parce qu'il me semble que c'est... comment il s'appelle Olivier Bonassi qui s'en sert beaucoup, une comparaison de dire que d'aller de l'infini, de partir de l'infini pour arriver à maintenant, ça serait comme sauter d'un puits sans fond. C'est une métaphore qui est souvent faite. Effectivement, si je tombe dans un puits sans fond, je peux pas sauter parce que j'ai pas de point pour sauter et du coup, je peux pas essayer d'atteindre le sommet du puits. Le truc, c'est Argument qui est très débile. Hein. Pourquoi C'est débile comme argument. Bah, la comparaison ne marche pas. Mais ça aurait pu si la comparaison marchait. Oui, si c'était pas débile, ce serait pas débile. Ouais. Bah, si l'analogie elle était bonne, oui. Mais il se pose pas la question, le truc fallacieux, on prend pas 2 heures sur ça, mais il se pose pas la question pour l'espace. J'ai pas besoin de partir de très très loin pour être ici et maintenant. C'est parce qu'il a une vision extrêmement classique et naïve du temps, en fait. C'est un argument qui est très très stupide. C'est ça, c'est la difficulté. Et du coup, je viens de voir une contre-vérité dans le chat. L'infini, c'est un chiffre? Non, justement. C'est ça la nuance, c'est que l'infini n'est pas un chiffre. On ne provient pas de l'infini, parce que c'est pas ou un nombre, peu importe. Mais c'est une notion. C'est pas une notion, c'est un concept. C'est le concept d'une infinité d'éléments. Qu'on puisse dénombrer une infinité d'unités, on va dire. Je sais pas si Clemzy, tu veux réagir aussi, hein, n'hésite pas à me couper. Non, je trouve que moi, tu t'en sors bien. C'est pas un nombre. Tu t'en sors bien. C'est pas un nombre comme un autre, c'est pas un nombre. Tu dirais que c'est un nombre? Non, c'est pas un nombre. C'est juste que t'as dit chiffres. Non, mais c'est que la personne a dit chiffres dans les commentaires. Ah ouais, non, c'est pas un nombre. Je ne fais pas d'homme de paille, justement, je reprends le terme. C'est pas un nombre comme un autre. En mathématiques, ça fait intervenir la notion de limite. C'est pas quelque chose de simple, mais c'est pas un nombre. Ça se manipule pas comme un nombre. Bien sûr, oui, c'est ça. Et donc on ne provient pas de l'infini, et c'est effectivement qu'on ne fait pas le chemin, comme tu le dis si bien pour l'espace, on ne fait pas le chemin de, je sais pas, comme si Pluton était le point de départ de l'espace, quoi que ça veuille dire, au moment de la naissance pour arriver jusqu'à la Terre de maintenant. On a une autre dimension qui est une dimension temporelle. On n'a pas besoin de parcourir depuis l'infinité du temps pour avoir l'instant présent. Et encore, parce que ça c'est aussi signifier que faire du présentisme. Et il me semble, là j'ai mes 2 cautions scientifiques qui me diront que si j'ai tort ou non, mais que le présentisme c'est pas la vision la plus consensuelle, ça serait plutôt l'éternalisme justement. Un bloc d'espace-temps. Ouais, même pire que ça. Maintenant c'est même pire que ça. Clemzy, tu confirmes, mais ou t'infirmes. Ils essaient le maximum de virer le temps des équations. Le temps serait même pas un phénomène fondamental, ce serait quelque chose d'émergent. En tout cas c'est vers ça qu'on tend. La preuve, la gravité quantique à boucle, c'est justement une approche où le temps, c'est pas déjà, si le temps existe vraiment, il n'existe pas en soi. Il n'est pas une dimension infiniment découpable. Et très certainement qu'en fait, c'est un phénomène émergent et que c'est pas ce qu'il y a de plus fondamental. Il y a quelque chose de plus fondamental qui donne le temps. Et puis même en relativité restreinte et générale, il n'y a pas de temps comme on le considère. C'est pas un paramètre en plus, c'est une dimension comme une autre, qui a des propriétés légèrement différentes de l'espace, mais c'est une dimension comme une autre. Voilà. Bon, ça c'est un point qui est souvent cité. On continue. Tac. Évident, ou l'idée
qu'une conscience intelligente ait paramétré l'univers avec ses lois et ses règles, tout en étant elle-même en dehors de l'univers. Bon, c'est bien parce qu'il temporise en faisant des grimaces à chaque fois. Donc on sait qu'il arrive au bout d'une idée. Donc, effectivement, il y a deux hypothèses selon lui. Une hypothèse qui est la mienne, qui serait la mienne, c'est que l'univers existe avec toute sa complexité, véritablement, et que c'est un fait brut. Moi, je parle de brut fact, un fait brut. Peu importe à quel point on va remonter, hein. Ça se trouve, les lois que nous, on observe, parce que les lois, c'est pas quelque chose de défini. Le terme loi est compliqué, je trouve, en science, parce qu'il suppose une légalité, quelqu'un qui a écrit les lois. Ouais. Alors, Puis il y a les en lois réalité- physiques et il y a les lois de la physique. Oui, Tu vois la nuance? ouais, oui, ok. Les lois physiques, c'est les vraies, celles de l'univers, indépendantes de nous. Et les lois de la physique, c'est celles que nous, on met sur du papier, Mhm. qui essayent de coller au plus possible C'est aux ça. lois physiques. Rien que ça, c'est déjà pas évident Et de donc, parler correctement. les lois, si on devait le définir dans un cadre plus réaliste, c'est une régularité qu'on observe. Une régularité nous, on essaye d'écrire sous forme d'équation, et puis après de vulgariser sous forme textuelle, mais voilà, de décrire sous forme d'équation. Et comme tu l'as dit, dans nos lois de la physique, on essaie d'avoir des descriptions qui sont les lois qu'on écrive et qui doivent être le plus proche des lois physiques fondamentales. Donc, il y a l'hypothèse qu'il y a l'univers qui existe avec des lois fondamentales et qui engendre toute la complexité. Et il y a l'autre hypothèse, c'est de dire il y a un dieu qui a posé toute cette complexité, parce que cette complexité est spectaculaire, elle est vraiment immense, et donc il faut un être intelligent qui a posé toute cette complexité. Le problème de cet argument, c'est que dans les deux cas, on a un truc extrêmement complexe. Dans les deux cas, on a le même truc extrêmement complexe en réalité. On a l'univers dans les deux cas. Il y a un cas où on n'a que l'univers, ça c'est la position que je défends, il se suffit à lui-même. Et il y a un deuxième cas où il y a l'univers et un truc en plus qui est son créateur. Un autre fait brut, parce que c'est véritablement, fondamentalement un autre fait brut, c'est quelque chose que l'on postule sans preuve. On pose cet autre fait brut qui est une entité intelligente. Pour l'instant, on va se contenter d'intelligente, parce que le monsieur n'est pas déiste en plus de ça. Une entité intelligente qui a raisonné, réfléchi, quoi que ça veuille dire pour elle-même, hein, et créé l'autre truc infiniment complexe qui est l'univers. Et le truc, c'est que pour pouvoir réfléchir à un truc aussi complexe, sachant que l'entité que l'on décrit pour un dieu, là pour le coup il est catholique, c'est une entité qui est omnisciente, omnipotente, toute puissante de façon générale, bienveillante, en tout cas qui veut le meilleur pour sa création, ça c'est même pas important dans l'idée. Mais ça veut dire que cette entité a en elle-même la connaissance totale du futur, de l'univers qu'elle va créer. Vous inquiétez pas, je vais pas sur le libre arbitre. Ce que ça dit juste, c'est que la connaissance de cette entité est déjà au moins aussi complexe que l'univers qu'elle va créer. Si ce n'est infiniment plus, parce qu'elle connaît tous les possibles. Tous les possibles qu'elle aurait pu créer en changeant telle ou telle loi. Elle les connaît de façon exhaustive. Donc on a invoqué, pour expliquer l'univers, une entité qui, dans tous ses aspects, est infiniment plus complexe que simplement le postuler, le fait brut initial. Ouais, Clemzy ? Non, c'est parce que je voulais juste te dire que j'avais retrouvé les 3 passages les plus importants. On va y aller juste après. Ouais. Je sais pas si sur ce point, déjà, vous vouliez compléter quelque chose, et après, on revient à Non, l'étude. très bien. Non, c'est très bien. Très bien. Moi, je trouve que c'est très bien. Alors, hop, vas-y, donc, on va aller sur l'étude. Je vais me mettre comme ça. Et comme ça. Dis-moi. Voilà, là, je l'ai cherché directement dans le papier. Alors, tu peux taper even exact knowledge. Alors, hop, si Là, je tape tu peux mal. pas ne pas le trouver. Tu peux pas ne pas le trouver. Exact knowledge, ouais. Even exact knowledge, ici. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres endroits où il y aura ça. Donc, je vais donc c'est dans la définition 2, sur ce qu'est le hasard ontique. Ils disent en anglais, on dirait plutôt
ontologique en français ou inhérent. Donc, le hasard intrinsèque, je vais essayer de vous le traduire à la volée, est l'aléatoire qui persiste même quand on a une connaissance parfaite, exhaustive, sur l'état d'un système qu'on est en train de mesurer, qu'on est en train de considérer. Même une connaissance parfaite, exhaustive, de l'état initial ne permet pas de prédire l'évolution exacte du dit système. On peut uniquement faire des prédictions probabilistes. Donc, les processus stochastiques et probabilistiques qui sont utilisés sont nécessaires et sont des outils inévitables pour décrire notre connaissance sur le système et sa façon de se comporter. Bien évidemment, l'aléatoire intrinsèque, le hasard intrinsèque, pourrait coexister avec le fait qu'on aurait une connaissance partielle. Mais en gros, ce qu'il dit après, c'est que c'est très très peu probable. Ensuite, je te donne la suite. Tu vas taper We adopt this position in this paper. We adopt this position in this paper. Voilà. Le temps que je... Je vais vous zoomer un petit peu. Hein. Même vous zoomez plus, je vois que c'est petit. Tac. This. Hop. Ok. Conséquemment, enfin, plutôt, il se trouve qu'en physique quantique, il y a une nouvelle forme d'aléatoire qui semble être profondément intrinsèque ou inhérent à la théorie. En gros, même si l'état d'un système est pur et qu'on connaît exactement les prédictions de la mécanique quantique et qu'on le connaît parfaitement, les prédictions de la mécanique quantique pourraient être des probabilités intrinsèques et totalement aléatoires. Accepter la mécanique quantique, c'est assumer et accepter, plutôt, c'est considérer que la phrase précédente est vraie. On devrait donc conséquemment accepter que la mécanique quantique pourrait être intrinsèquement aléatoire. C'est la position que nous adoptons dans ce papier. Donc, ce papier n'adopte pas la position que ce n'est pas profondément aléatoire. Ils le disent quasiment page 2. On devrait accepter que la mécanique quantique est intrinsèquement aléatoire parce que tout nous pousse à penser que c'est le cas. C'est donc la position qu'on va adopter dans ce papier. Et ensuite, ils vont dire, en résumé, définissons les différents concepts. Qu'est-ce que c'est l'aléatoire apparent? Qu'est-ce que c'est l'aléatoire intrinsèque? Intrinsèque. Qu'est-ce que c'est l'aléatoire en physique quantique? L'aléatoire quantique, si on le réfléchit philosophiquement. Et dernier extrait, et après je vous laisse tranquille. T'inquiète. Tu vas taper, parce que ça je pense que on va pas le trouver autre part non plus. Quantum mechanics is intrinsically. Donc INTRIN. Donc vous voyez, je parle bien anglais, mais j'ai un accent français. Ici. C'est français ça, monsieur. Tu l'as là. C'est pour prouver à nouveau que ce papier est vraiment un but contre son camp. Nous rappelons, on va dire ça, le stress, nous rappelons que nous adoptons dans cette revue une position, une interprétation traditionnelle, dans laquelle la mécanique quantique est profondément aléatoire, mais non locale. Cette adaptation que nous avons eue est le résultat de notre
Alors, en fait, ça, c'est un truc assez drôle qu'ils font. Je vous expliquerai un jour pourquoi, si ça vous intéresse. De notre libre arbitre, les autres lecteurs peuvent, s'ils le souhaitent, ou peut-être même mieux, le faire de façon déterministe, mais de façon non locale, adopter un point de vue bromien sur la question. J'avais Ah même pas bah vu ça. c'est de l'humour de physicien, hein. Désolé, mais je voulais vous montrer cette Ok. petite touche d'humour qu'on retrouve parfois dans ce genre de papier. Donc, bien évidemment, ce papier est un but contre son camp parce que justement, ils vont expliquer tout ce qui laisse à penser que la mécanique quantique est profondément aléatoire et pourquoi la grande majorité des physiciens, mais pas tous, c'est vrai, ont adopté cette position qu'on va dire académique, voilà, pour pas employer un autre mot. Mais si vous avez envie d'avoir une croyance qu'en fait c'est Brom et Broglie qui ont raison, que c'est Everett qui a raison, voire même que c'est le modèle des cordes ou la théorie des cordes qui prévaut, parce que dans un sens ça règle un petit peu le problème aussi, libre à vous. Vous avez le droit de croire ce que vous voulez. Pour l'instant, aucune mesure ne va dans votre sens, mais vous avez le droit d'y croire. Mais en revanche, utilisez ce papier pour faire croire qu'il n'y a pas de randomness en mécanique quantique, je comprends pas le move.